Bonjour, vous voulez qu'on commence? Est-ce que vous êtes prêts? Tout est bien affiché puisqu'il y a eu un petit problème technique. C'est-à-dire la diapo est affichée. Je vais essayer d'augmenter le volume, Monsieur Melki. Là, vous m'entendez, Monsieur Melki? Ok, on y va les jeunes. Donc aujourd'hui, vous allez voir donc un cours qui est assez important. C'est les sinusites aiguës et chroniques. J'ai changé le titre. Pourquoi? Puisque puisqu'actuellement, on ne parle plus de sinusite. On ne peut pas avoir une sinusite isolée, les jeunes. D'accord? On parle de rhinosinusit. Donc, c'est une pathologie assez fréquente que vous devez connaître, que vous devez savoir traiter et diagnostiquer. Pourquoi? Puisqu'elle présente de redoutables complications. D'accord? Si vous passez à côté d'une ethmoïdite ou d'une sphénoïdite, vous pouvez en quelque sorte causer la mort d'un patient. D'accord? Donc, il faudrait savoir poser le diagnostic des sinusites. Donc, pour commencer, donc, je dirais que la rhinosinusite, c'est l'inflammation de la muqueuse des sinus de la face qui en repart avec une infestation par un germe, soit un virus,
soit une bactérie. Pour les sinusites chroniques, vous avez aussi la cause mycosique, notamment aspergillère, qui est mise en cause. D'accord? Donc, concernant le mécanisme physiopathologique, donc on va faire un rappel anatomique, un rappel physiologique, et je vous parlerai sur la physiopathe, comment se développe une sinusite chez un patient donné. D'accord? Donc, pour connaître tout cela, vous devez connaître un minimum d'anatomie, de physiologie, un tout petit peu d'histologie et aussi connaître la physiopathologie. Donc, pour savoir qu'on dispose de excavation, pardon, donc on dispose d'excavations au niveau de notre massif facial. Ces excavations osseuses sont appelées sinus. Vous vous demandez certainement pourquoi on a des sinus au niveau. Maintenant, vous m'entendez, KLM? Je vais essayer d'hurler maintenant. Allez. Donc, pourquoi on a des sinus au niveau de la face? Donc, on a des sinus au niveau de la face. Premièrement, ça va alléger le poids de la boîte crânienne. D'accord? Donc, si c'était de l'os compact au niveau de notre massif facial, notre boîte crânienne serait plus dense et pourrait être plus susceptible au traumatisme. En quelque sorte, ces excavations osseuses vont amortir les chocs. Maintenant, si on reçoit un choc sur le massif facial, donc là, le traumatisme va être amorti par le sinus. Donc, si on a un traumatisme au regard du sinus frontal, on aura une fracture du sinus frontal et non une embarrure engendrant une fracture de la base du crâne ou du lobe frontal. D'accord? Donc, même chose pour le sinus, le niveau, le tiers moyen de la face. Si vous avez un traumatisme en regard du sinus maxillaire, vous aurez une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire au lieu d'avoir une fracture qui va s'étendre à la fosse infratemporale et qui serait très néfaste pour le patient. C'est le bon Dieu qui a créé ça, et tant mieux. En quelque sorte, c'est des airbags ou des amortisseurs de choc. D'accord? Ça, c'est la première fonction des sinus. La deuxième fonction des sinus, il constitue une cavité de résonance. D'accord? Maintenant, comment une cavité de résonance? Les patients qui présentent une sinusite importante ou un processus du sinus maxillaire auront une voie nasonée. C'est ce qu'on appelle la rhinolalie fermée. Donc, votre voix dépend du volume et de la vacuité de vos sinus. D'accord? Si vos sinus sont pleins, vous aurez une voix modifiée. Vous aurez une rhinolalie. D'accord? Donc, pour l'autre fonction des sinus, vous connaissez tous que les sinus sont tapissés d'une muqueuse de type respiratoire, à savoir pseudostratifié cilié, avec des cellules à mucus. Donc, ces sinus-là vont drainer le mucus via les cils vibratiles vers les méas et par la suite, ils vont être projetés dans la fosse nasale, donc qui ont pour rôle, donc les poussières, tout ce qui est corps étranger va s'accoler au niveau de notre mucus endonasal et ainsi, c'est une manière d'épuration de l'air qui arrive vers les voies respiratoires basses. D'accord? Donc, l'air qui va arriver vers les poumons, il sera épuré des poussières et il sera aussi réchauffé. Il faut savoir que la muqueuse des sinus, elle est hypervascularisée. D'accord? De ce fait, cette hypervascularisation et la présence de sang constamment au niveau des sinus va réchauffer l'air qui va arriver aux voies respiratoires basses. Ça, c'est en ce qui concerne le rôle des sinus. Pardon? Vous me recevez, les jeunes? On continue. Donc, concernant un petit rappel anatomique, le sinus maxillaire, c'est le sinus le plus volumineux. Il a, qu'est-ce que vous voulez que je répète, Oppo? Sinon, vous posez une question précise, Oppo. D'accord? Vous posez une question précise à la fin de la séance, je vais vous répondre. Gaël, vous répétez tel point, monsieur. D'accord? Donc, concernant,
concernant l'anatomie du sinus maxillaire, le sinus maxillaire, c'est le sinus le plus volumineux. D'accord? Il a la forme d'une pyramide quadrangulaire. Sa base est médiale et son sommet est latéral. Donc, son drainage va se faire via le méa moyen dans la fosse nasale. J'ai une autre diapo, je vais vous montrer le drainage des sinus. Pour le sinus frontal. Donc, le sinus frontal, quant à lui, c'est le sinus le plus antérieur. Il y a... Vous me recevez un problème de connexion apparemment. Donc, le sinus frontal, c'est le plus antérieur. Il n'a pas de forme particulière. Chaque individu a son propre sinus frontal. D'accord? Il n'y a pas de forme standard. Donc, c'est une forme anarchique en feuille d'olivier, d'accord? Plutôt en feuille de vigne, d'accord? Et qui dépend en quelque sorte de l'anatomie individuelle. Ça, c'est en ce qui concerne le sinus sphénoïdal. Maintenant, on arrive au sinus ethmoïdal, appelé aussi labyrinthe ethmoïdal. Il a la forme d'un parallélipède rectangulaire. Il présente plusieurs cellules. Il faut savoir que l'ethmoïde est divisé en deux parties. Vous avez l'ethmoïde antérieur et l'ethmoïde postérieur. L'ethmoïde antérieur, quant à lui, il est drainé via le méa moyen. Et l'ethmoïde postérieur, il va être drainé dans le même méa que le sphénoïde, à savoir le récessus sphénoethmoïdal. Je vous montrerai tout à l'heure les drainages des sinus. Maintenant, vous avez le sinus sphénoïdal. Le sinus sphénoïdal, il est grossièrement cubique. C'est le plus postérieur des sinus de la face et son drainage se fait via le récessus sphénoethmoïdal. Je vais vous montrer lors d'une prochaine diapo où se draine le sinus sphénoïdal et où se drainent tous les sinus. Voilà les rapports du sinus sphénoïdal. L'atteinte du sinus sphénoïdal est mortelle, d'accord? Elle est redoutable. Pourquoi? Puisque la symptomatologie, elle est assez discrète, d'accord? On pense beaucoup plus à une atteinte neurologique, un processus de la base du crâne, un processus endocrânien, et on passe à côté d'une sphénoïdite qui peut être compliquée d'une thrombose des sinus caverneux et qui peut être mortelle. Donc, elle est redoutable et elle peut aussi provoquer la cécité. D'accord? Un petit rappel sur l'anatomie de la fosse nasale. Donc, la fosse nasale, elle présente à décrire une paroi latérale, c'est ce qu'on appelle la paroi des cornets, et une paroi médiale, c'est la paroi septale. La paroi latérale, elle est constituée par les cornets. Vous avez le cornet supérieur, moyen et inférieur. Maintenant, entre ces cornets, vous avez les méas. Donc, à ce niveau, vous avez le méa supérieur. Ici, c'est le méa moyen. Et ici, c'est la voie lacrymale. Sous le cornet inférieur, sa bouche, le canal lacrymal. D'accord? Maintenant, concernant la partie septale ou la partie médiale qui est interne, la cloison nasale, elle est faite d'une cloison cartilagineuse, c'est le cartilage septal, de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et de l'os vomaire. D'accord? Donc, lame perpendiculaire de l'ethmoïde, cartilage septal et vomaire. Maintenant, sur cette vue, vous avez une vue de rhinoscopie antérieure. Vous savez tous que l'examen ORL se fait à l'aide d'un miroir de Clark ou d'une lumière de Clark, c'est une lumière frontale qu'on met sur la tête, et on utilise un spéculum nasal pour élargir la narine et essayer de voir ou d'examiner, d'explorer la fosse nasale. Donc, c'est cette vision que vous aurez quand vous faites l'examen endonasal. Donc, de ce côté-là, c'est la cloison. Et ici, c'est la tête du cornet moyen. À ce niveau-là, c'est le méa moyen. Donc, en cas de sinusite ou d'atteinte sinusienne, vous aurez du pus au niveau du méa moyen. D'accord? Il y a du pus qui va sortir du sinus maxillaire ou de l'ethmoïde antérieur via le méa moyen. Maintenant, un petit rappel embryologique. Il faut savoir que, je vous ai dit tout à l'heure, que l'atteinte ethmoïdale, elle est plus fréquente chez l'enfant. Pourquoi? Puisque c'est le seul sinus qui est individualisé
à la naissance. Il apparaît au 5e mois embryonnaire et il est en place à la naissance. Le sinus maxillaire, quant à lui, il apparaît à la 12e semaine embryonnaire. Il atteint sa taille finale vers l'âge adulte. D'accord? Ce n'est que vers l'âge adulte que le sinus maxillaire atteint sa taille normale. Le sinus sphénoïdal, il n'existe pas à la naissance. Par la suite, il y a une invagination de la paroi antérieure du corps sphénoïde et on aura une croissance jusqu'à l'adolescence. C'est pour ça, chez les nourrissons, ils ne font pas de sinusite frontale ou sphénoïdale ou maxillaire. C'est beaucoup plus l'ethmoïdite de l'enfant, l'ethmoïdite du nourrisson. D'accord? Donc, on peut avoir une ethmoïdite chez un adulte, mais c'est assez rare. C'est pour ça, si vous recevez un patient adulte avec une ethmoïdite, là, il faudrait penser à la cause carcinologique. Le patient peut présenter un cancer endonasal ou sinusien qui a obstrué le méa, provoquant ainsi une accumulation de sécrétions et une ethmoïdite réactionnelle. Donc, chez l'adulte, faites attention, une ethmoïdite chez l'adulte est un processus jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, concernant le sinus frontal, il est absent à la naissance, il apparaît vers 5 à 7 ans. On continue. Maintenant, voilà. Physiologie des cavités sinusiennes. Donc, c'est des organes vestigiaux de l'olfaction, mais les fonctions évoquées, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est la protection des os du crâne, la protection thermique, la résonance vocale et la protection des organes sensoriels. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, sur le plan physiopathologique, il y a deux causes principales. Pardon, la connexion n'est pas stable. Oui. Vous me recevez, les jeunes? Il y a eu un problème de connexion. Donc, concernant sur le plan physiopathologique, donc comment on peut avoir une sinusite? C'est simple. Donc, soit c'est un dysfonctionnement ostial, soit c'est une inflammation qui va obstruer le méa, et par la suite, il y aura accumulation de sécrétions. Ces sécrétions vont se surinfecter et vous aurez une sinusite. Maintenant, la deuxième cause, c'est le dysfonctionnement muqueux. Soit une hypersécrétion muqueuse, soit une destruction de la muqueuse. D'accord? À titre d'exemple, vous avez la mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire, mucociliaire. On va les voir par la suite. Autre cause, à titre d'exemple, au cours des sinusites maxillaires, vous pouvez avoir la porte d'entrée dentaire, c'est-à-dire une carie dentaire, elle vient agresser le plancher du sinus maxillaire, irriter la muqueuse endosinusienne. Cette muqueuse va se surinfecter et devenir hypersécrétoire et par la suite, l'hypersécrétion va dépasser le drainage ostial moyen. D'accord? Donc, on aura une accumulation de sécrétions suppurées au niveau du sinus maxillaire et vous aurez une symptomatologie de rhinosinusite maxillaire. Maintenant, pour le drainage des sinus, je vous ai dit tout à l'heure, donc, le 1, c'est le canal lacrymal. D'accord? Canal lacrymal qui relie le sac lacrymal à la fosse nasale. Il se situe à la partie inférieure du cornet inférieur. Maintenant, le méa moyen. D'accord? À votre niveau, vous devez connaître juste le méa moyen. Les autres détails, ce n'est pas pour vous, c'est pour les spécialistes. D'accord? Le sinus frontal, il est drainé via le méa moyen. Le sinus maxillaire, il est drainé via le méa moyen. L'ethmoïde antérieur, il est drainé via le méa moyen. Sphénoïde et ethmoïde postérieur sont drainés via le récessus ethmoïdo-sphénoïdal. C'est bon? On continue? Donc, pour l'imagerie des cavités nasosinusiennes, autrefois les jeunes, ok. Donc, pour le drainage, donc vous avez le drainage de la voie lacrymale. Le sac lacrymal, il est drainé via
le canal lacrymal vers la partie inférieure du cornet inférieur. C'est le méa inférieur. D'accord? Celui-là, il draine que le sac lacrymal. Et vous avez le sinus frontal est drainé via le méa moyen. Tout ça, c'est le méa moyen. C'est pour Imen qui a posé la question. Donc, tout ça, c'est le méa moyen. Donc, le sinus frontal, c'est ici. Donc, l'ethmoïde antérieur, il est drainé vers le méa moyen. Le sinus maxillaire, il est drainé vers le méa moyen et vers la fosse nasale. Le sphénoïde, il est drainé dans le récessus ethmoïdo-sphénoïdal. L'ethmoïde postérieur, même chose, il est drainé dans le récessus. Oui, le méa supérieur, c'est le récessus ethmoïdo-sphénoïdal. C'est la même chose. D'accord? C'est des synonymes. Donc, quand on parle de méa supérieur, c'est un peu généralisé, mais idéalement, il faudrait dire récessus phénoethmoïdal, mais si vous aurez des questions avec méa supérieur, il faut avoir ça à l'esprit. Vous n'avez pas l'image ici. Vous avez le document, il y a un document de drainage. Maintenant, le numéro 2, c'est le drainage de la caisse du tympan via la trompe auditive. D'accord? On continue, les jeunes. Concernant l'imagerie, maintenant, si vous avez des questions, il faudrait m'envoyer un mail, les gens. C'est-à-dire, si maintenant la question ne vous vient pas à l'esprit, maintenant, si vous avez la question, vous avez une question, le cours, vous avez des difficultés, il faut m'envoyer un mail, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Concernant l'imagerie des cavités nasocinusiennes, donc autrefois, on réalisait l'imagerie standard. Il faut savoir qu'au cours d'une sinusite aiguë, sinusite maxillaire aiguë, il n'y a pas lieu de demander une imagerie. D'accord? Au départ, on commence par un traitement probabiliste. On se base sur notre clinique, sur les symptômes ou sur la symptomatologie et l'examen physique. Et on débute un traitement probabiliste et on prospecte. On attend s'il y a une amélioration, on continue le traitement. Maintenant, s'il n'y a pas d'amélioration, on est obligé de demander une imagerie. Maintenant, quel type d'imagerie demander? Autrefois, on demandait la radiographie standard. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici l'incidence de Blondeau, ou encore appelée incidence nez-menton-plaque, c'est-à-dire le patient place son nez et son menton sur la plaque au cours de la réalisation de la radiographie standard. D'accord? Il y a aussi une incidence qui permet d'explorer le sinus frontal autrefois, c'est l'incidence nez-franc-plaque. D'accord? L'incidence nez-franc-plaque, appelée aussi incidence de Hirtz. Mais actuellement, toute cette radiographie standard est délaissée. Donc, vous devez savoir ça sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, on ne réalise plus de radiographie. On continue. Vous me recevez maintenant? Ok, on continue. Donc, sur le plan théorique, pardon, c'est un petit problème technique. Oh là là, encore un problème de connexion. Donc, pour vous, vous devez connaître ces radiographies standards, notamment l'incidence de Blondeau, ou encore appelée nez-menton-plaque, l'incidence nez-menton-plaque. Et vous avez l'incidence nez-franc-plaque. Et vous avez aussi la radiographie de profil. D'accord? La radiographie du profil du massif facial qui peut explorer le sinus frontal et vous donne aussi une idée sur l'état de l'os propre du nez. Mais actuellement, toutes ces incidences sont délaissées. Vous devez les connaître. Autrefois, on les utilise. Allô?
Donc, problème de connexion. Vous me recevez maintenant. Là, je fais un rappel anatomique. Je vais vous parler des rhinosinusites aiguës et chroniques. Il faudrait lire le document, monsieur ou madame. D'accord. Donc, concernant l'imagerie, pour la radiographie standard, je vous ai dit qu'elle est délaissée les jeunes, mais vous devez connaître l'incidence némante en plaque. Oh là là, connexion en fait. Vous me recevez? Il y a un problème de connexion ici, hein. Donc, vous avez l'incidence némante en plaque et l'incidence néphron en plaque, et vous avez le profil de face, le profil de la face, et vous avez aussi la panoramique dentaire. La panoramique dentaire, pourquoi? Elle nous renseigne sur l'état du plancher du sinus maxillaire. D'accord? Donc, vous aurez une idée sur l'état du plancher du sinus maxillaire à l'aide d'une panoramique dentaire. Maintenant, concernant l'exploration de choix au cours des sinusites, c'est la TDM du massif facial en coupe coronale et axiale. Vous me recevez, les jeunes? Les jeunes, Oui. les jeunes, vous me recevez? OK. Donc, l'exploration de choix, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la TDM du massif facial en coupe coronale et axiale. Elle va vous renseigner sur l'état des sinus et sur l'éventuel agent causal de cette sinusite. D'accord? Elle vous aidera à poser le diagnostic et à trouver l'étiologie. Cependant, il faudrait savoir que la TDM, des fois, elle présente certaines limites. D'accord? Par exemple, sur cette diapo, vous avez une sinusite maxillaire gauche avec un épaississement de la muqueuse en 4. Là, c'est typique. Il s'agit d'une sinusite maxillaire gauche. D'accord? Avec une obstruction du méa moyen. Vous avez une obstruction du méa moyen avec un épaississement en cadre de la muqueuse. Il s'agit d'une sinusite maxillaire gauche. Là, il n'y a pas de problème. Facile, c'est facile comme diagnostic. Maintenant, regardez les deux images en haut. Donc, vous avez pratiquement la même densité sur cette image-là et sur cette image-là. Maintenant, pour trancher, il s'agit d'une sinusite ou d'un processus, on est obligé de demander une IRM. Les images en bas, c'est une IRM. D'accord? Est-ce que vous pouvez faire la différence entre cette image-là et cette image-là, côté densité? Il n'y a aucune différence sur la TDM. Par contre, il s'agit ici d'une polypose nasosinusienne, d'accord, qui est étendue aux deux sinus maxillaires. Et là, c'est une sinusite maxillaire bilatérale avec atteinte frontale, d'accord, hypersignal en IRM et en faveur des sécrétions purulentes. Quand c'est hyper intense, il s'agit de sécrétions purulentes anciennes, c'est-à-dire donc le mucus est épais à ce niveau, d'accord. Donc, concernant l'imagerie de principe pour les sinusites, on demande en premier lieu une TDM. Si c'est évident, on a le diagnostic, on peut soit débuter le traitement, soit proposer une chirurgie au malade. Maintenant, si on a des doutes sur la nature de cette densité, on est obligé de demander une IRM afin de faire la part des choses entre processus tissulaire et sinusite et inflammation et retention liquidienne. Est-ce que je suis clair? Est-ce que j'étais clair? Donc on continue, on continue. Donc la sinusite maxillaire aiguë. Concernant la physiopathologie, je vous ai dit tout à l'heure, donc on a parlé du blocage du drainage muqueux et vous avez aussi les problèmes, les sinusites d'origine dentaire, d'accord? Notamment les dents carriées. C'est beaucoup plus la première et la deuxième prémolaire. L'atteinte de la première et la deuxième prémolaire est souvent responsable d'une sinusite réactionnelle, notamment
un abcès apical de la première et la deuxième prémolaire peut être responsable d'une sinusite maxillaire chronique. Et après l'extraction, on peut avoir ce qu'on appelle les communications bucco-sinusiennes. C'est-à-dire le patient aura une communication entre son sinus maxillaire et sa cavité buccale. Donc, le traitement des communications bucco-sinusiennes, c'est un traitement antibiotique pendant 1 mois. Par la suite, s'il y a une amélioration, on continue encore pendant 2 semaines. S'il n'y a pas d'amélioration, on va proposer les lambeaux muqueux, c'est-à-dire un lambeau de la face interne de la joue qu'on déplace vers cette fistule ou cette communication bucco-dentaire. Concernant la clinique de la sinusite maxillaire aiguë, donc c'est une rhinite aiguë fébrile avec rhinorrhée purulente. Vous aurez une douleur pulsatile sous-orbitaire irradiant vers l'arcade dentaire et vers l'orbite. Rarement, on a une rougeur de la pommette, une douleur au niveau de la fosse canine. Quand on palpe la fosse canine, la fosse canine, c'est la paroi antérieure du sinus maxillaire, la partie inférieure de la paroi antérieure du sinus maxillaire. La rhinoscopie antérieure, vous aurez une rougeur de la muqueuse avec des sécrétions purulentes qui proviennent du méa moyen. Je vous ai montré tout à l'heure le méa moyen. D'accord? Maintenant, si on voit le pus au niveau du méa moyen, premier réflexe à faire, on doit faire un prélèvement de pus afin de faire un antibiogramme et faire un examen direct. D'accord? Donc, quand vous avez du pus au niveau du méa moyen, qu'est-ce qu'on fait? On prélève le pus à l'aide d'un échantillon et on envoie au laboratoire afin de réaliser un examen direct plus antibiogramme. On débute l'antibiothérapie après avoir prélevé et par la suite, quand on reçoit l'antibiogramme, on pourra soit continuer le traitement, soit adapter notre antibiothérapie. Un examen endobuccal à la recherche d'une carie dentaire et une palpation cervicale. Pourquoi? Puisque des fois, on a des adénopathies cervicales réactionnelles, d'accord? Notamment jugulo-carotidienne ou sud-gastrique. Oui, la rhinoscopie antérieure, on peut voir le cornet moyen, le méa moyen et la tête du cornet inférieur. D'accord? Idéalement, ça serait de faire une fibroscopie ou d'un examen à l'optique pour voir tous les moyens et pour explorer toute la fosse nasale et même explorer le rhinopharynx. Donc l'examen clinique, il est fait d'une rhinoscopie antérieure et l'extension de l'examen physique, c'est l'examen à l'optique ou l'examen fibroscopique. On continue, on continue, on continue. Voilà. Donc, les examens complémentaires, je vous ai dit tout à l'heure, aucun examen n'est nécessaire si le tableau clinique est évocateur. Vous commencez d'emblée votre traitement. Maintenant, si la sinusite est hyperalgique, en cas d'échec de votre traitement, en cas d'échec de traitement avec, vous envisagez de faire un geste chirurgical, là, il y a lieu de demander une TDM du massif facial. D'accord? Sinon, il n'y a pas lieu de demander, ce n'est pas la peine d'irradier le patient gratuitement. D'accord? Le diagnostic est évident sur le plan clinique. Ce n'est pas la peine de demander une imagerie. La bactériologie des sinusites, donc par ordre décroissant, vous avez le streptocoque pneumonie, l'hémophilus influenzae, le staphylococcus aureus, le streptococcus du groupe D et Moraxella catarrhae. Les formes cliniques, donc on peut avoir des sinusites à port d'entrée dentaire, je vous ai dit tout à l'heure. Les germes au cours des sinusites à port d'entrée dentaire, nota bene, c'est les germes anaérobies, d'accord? Notamment les Klebsiella. L'éradication du foyer infectieux, c'est-à-dire une extraction dentaire, est imposée. D'accord? On doit faire l'extraction dentaire et les soins dentaires. D'accord? Les sinusites maxillaires compliquées, on trouve rarement une complication pour le sinus maxillaire. Peut-être la sinusite, elle va s'étendre vers les autres sinusites, notamment l'ethmoïde et le sphénoïde, et c'est beaucoup plus l'ethmoïde et le sphénoïde qui compliquent le plus, d'accord? Le sinus maxillaire, la sinusite maxillaire complique rarement. Donc, les complications, c'est l'extension cutanée. On aura une rougeur des pommettes, une extension sous-orbitaire par fracture du plancher de l'orbite, une extension méningée par voie hématogène.
Le traitement, c'est une antibiothérapie. Là, je parle des sinusites maxillaires aiguës. Antibiothérapie par voie orale pendant 8 jours. De la pénicilline, de l'amoxicilline, c'est de la péni A ou une céphalosporine de deuxième génération. Lavage des fosses nasales, soit à une solution isotonique ou hypertonique. Les vasoconstricteurs locaux, un antalgique oral, une corticothérapie de courte durée après 48 heures d'antibiotiques. Pourquoi après 48 heures d'antibiotiques? Il faut savoir qu'il a été prouvé que les corticoïdes retardent l'effet des antibiotiques et la diffusion des antibiotiques. Donc, on instaure une antibiothérapie pendant 48 heures et par la suite, on prescrit notre corticoïde, puisque l'association corticoïde-antibiotique est pourvoyeuse d'extension et pourvoyeuse d'extension des suppurations. D'accord? C'est prouvé scientifiquement que les anti-inflammatoires retardent la diffusion des antibiotiques en intracellulaire. D'accord? Donc, éradication du foyer. Donc, en cas d'échec, c'est la ponction. Donc, la ponction, elle se fait soit par voie endoscopique, c'est-à-dire on utilise l'endoscope et on ouvre le meilleur moyen. Les vasoconstricteurs, ça réduit l'inflammation du meilleur moyen et ça permet un meilleur drainage mucociliaire. D'accord? Les vasoconstricteurs locaux, qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Ils vont provoquer une rétraction de la muqueuse endonasale, puisque la muqueuse elle est hypervascularisée. Quand on prescrit un vasoconstricteur, la muqueuse elle va en quelque sorte, donc ça va diminuer l'inflammation du meilleur moyen et ça augmente les chances de guérison. C'est pour ça qu'on prescrit les vasoconstricteurs locaux. Donc, c'est soit un traitement endoscopique avec ce qu'on appelle la méatotomie moyenne. On fait une méatotomie moyenne et on fait un rinçage au sérum salé et à solution antiseptique. On mèche le malade et on le démèche après 2 jours, après 48 heures. Maintenant, si le fond du sinus maxillaire est suspect, on est obligé de l'aborder par voie vestibulaire. D'accord? La voie vestibulaire, c'est-à-dire on incise au niveau de la racine des dents, on décolle la paroi antérieure du sinus maxillaire, on trépanne et on introduit notre optique et on lave et on nettoie. Maintenant, l'ethmoïdite aiguë. Sur le plan physiopathologique, on a fait le rappel. Donc, concernant l'ethmoïdite aiguë, donc, il s'agit d'une infection qui est banale avec une fièvre à 39 degrés. On ne les injecte pas, on les pulvérise. C'est un pulvérisateur, d'accord? Un pulvérisateur qui est fait de vasoconstricteurs. Notamment, la molécule la plus utilisée chez nous, c'est le Respibien. Le problème des vasoconstricteurs, on ne peut pas dépasser 10 jours de traitement. Pourquoi? Puisque ça provoque des pics hypertensifs, d'accord? Puisqu'il y a un fort passage systémique de ces vasoconstricteurs et on peut avoir une HTA induite, d'accord? Donc, on continue les jeunes. KGB, j'ai répondu à votre question. OK. Donc, infection virale banale, les signes généraux, c'est l'asthénie, la fièvre à 39 degrés. Donc, vous aurez des céphalées fronto-orbitaires. La rhinoscopie antérieure, donc, elle va montrer une muqueuse inflammatoire œdématiée. On peut avoir aussi du pus au niveau du méa moyen, vous rajoutez ça, et vous aurez une douleur cantale interne. Qu'est-ce que ça veut dire cantale interne? Quand vous palpez l'angle interne de l'œil, quand vous palpez l'angle interne de l'œil, ça révèle une douleur. D'accord? Ça, c'est au stade de début. Au stade de début, donc on peut avoir une douleur à la palpation. Ça, c'est l'ethmoïdite aiguë non extériorisée. Quand c'est extériorisé, c'est évident. D'accord? Quand l'ethmoïdite